Ma fiancée chercheuse d'or prévoyait de me larguer après le mariage et de prendre la moitié de mon argent. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné, jusqu'à ce que le piège du contrat prénuptial se referme. Salut, Reddit. Je me suis dit qu'il était temps de raconter cette histoire de dingue qui m'est arrivée l'année dernière. Moi, c'est Cad, 30 ans, développeur logiciel pour une société de santé. Rien de super extravagant, mais je gagne bien ma vie. Assez pour m'acheter une maison il y a quelques années. Bon, c'est surtout la banque qui en est propriétaire, mais vous voyez l'idée. Il y a environ 3 ans, j'ai rencontré cette fille, Laura, à la pendaison de crémaillère de mon pote Chris. Elle était vraiment canonne. Le combo parfait entre sexy et soigné, vous voyez? Elle travaillait en relations publiques pour une agence marketing du centre-ville, du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. On a commencé à discuter de trucs au hasard et le courant est tout de suite passé. On a échangé nos numéros, fait quelques rendez-vous, et ça a vite pris une tournure sérieuse. Laura me répétait tout le temps qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi, que j'étais incroyable, qu'on allait construire ensemble une vie parfaite. Avec le recul, ses compliments étaient toujours un peu excessifs, mais à l'époque, ça faisait du bien à entendre. Je l'ai présenté à mes amis et à ma famille au bout de 3 mois. Tout le monde semblait l'aimer. Même si ma sœur amie a lâché une fois, elle s'intéresse beaucoup à ta carrière, ce que je n'ai pas relevé à l'époque. Le premier signe d'alerte aurait dû être la rencontre avec sa mère, Diane. Cette femme était intense comme pas possible. En 20 minutes à peine, elle me posait déjà des questions sur mon salaire. Si ma boîte avait de bons avantages, si je prévoyais une promotion bientôt. J'ai juste pensé qu'elle était protectrice envers sa fille, qu'elle voulait s'assurer que je pourrais subvenir à ses besoins. Laura a emménagé chez moi au bout de 8 mois. Globalement, tout allait bien. On voyageait un peu, on voyait nos amis, la vie de couple normale. Mais avec le recul, il y a eu des petits détails étranges auxquels j'aurais dû prêter attention. Par exemple, elle parlait souvent de son amie Jessica, qui venait d'épouser un banquier d'investissement. Laura disait des trucs comme « Jessica n'a même plus besoin de travailler si elle n'en a pas envie », avec une drôle de lueur dans les yeux. Ou encore, elle me montrait des maisons dans des quartiers huppés en disant « On vivra dans un coin comme ça un jour, hein ». Environ 1 an et demi après notre rencontre, Laura m'a présenté ses amis, appelons-les Britney et Megan. Britney était bruyante et un peu agaçante, toujours en train de parler des cadeaux hors de prix que son copain lui offrait. Megan, elle, paraissait plus normale, plus terre à terre. Au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est la bonne. C'est la femme que je vais épouser. J'ai donc organisé une grande demande en mariage, à genoux dans un restaurant chic, rose à la pluie, tout le cliché. Laura a pleuré, a dit oui. Les clients autour ont applaudi. J'étais sur un nuage. On a fixé la date 6 mois plus tard et commencé les préparatifs. Et c'est là que les choses étranges ont commencé. D'abord, sa mère Diane est soudain devenue ultra impliquée dans notre vie. Elle venait 3 fois par semaine soi-disant pour aider aux préparatifs, mais en réalité, elle me cuisait à petit feu sur mes finances. Tu cotises bien à ton 401K, Cad? C'est quoi la valeur nette de ta maison maintenant, Cad? Tu as une prime annuelle, Cad? C'était agaçant, mais je me disais qu'elle voulait juste s'assurer que sa fille serait à l'abri. Puis Laura a changé de comportement. Au début, elle était très économe, toujours à chercher des bons plans, à découper des coupons. Mais dès qu'on s'est fiancés, elle a voulu le plus cher de tout pour le mariage, bar premium, salle luxueuse, robe de créateur. Quand je parlais du coût, elle me disait « On ne se marie qu'une fois, chérie », avec un petit sourire bizarre. Les soirées filles avec Britney et Megan, qui étaient mensuelles, sont devenues hebdomadaires. Laura rentrait tard, sentant le vin hors de prix, et se montrait super affectueuse, presque trop, comme si elle en faisait exprès. Une fois, je leur ai apporté à manger, et j'ai entendu Laura dire « plus qu'1 mois comme ça et après », avant qu'elle ne se taise en me voyant. Britney m'a lancé un drôle de sourire et a dit « juste un peu de stress pré-mariage », et elles ont ri de façon forcée. J'ai laissé passer, me disant que c'était juste des histoires de filles. Puis il y a eu cette histoire de compte bancaire. Laura l'a abordé en mode décontracté, on devrait fusionner nos comptes pour faciliter les dépenses du mariage. J'ai hésité, pas par manque de confiance totale, mais parce que ça me semblait précipité. Elle m'a regardé avec une expression blessée, donc tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas ça, ai-je répondu prudemment. Je pensais juste qu'on ferait ça après le mariage. Elle m'a fixé un instant, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je refuse. Puis elle a souri, pas grave. On peut attendre. Son ton était léger, trop léger. Le changement d'humeur était trop calculé. Un jour, je suis rentré plus tôt et j'ai trouvé Laura et sa mère à la table de la cuisine, entourées de papiers. Elles ont tout rangé en me voyant. Plus tard, j'ai compris qu'elles étaient en train de consulter mes relevés bancaires arrivés par courrier. Environ 2 mois avant le mariage, je commençais à être vraiment mal à l'aise. Pas de preuves concrètes, juste une accumulation de détails. Je me disais que j'étais parano, que c'était juste le stress d'avant-mariage. Puis tout a commencé à s'écrouler. Un soir, je bossais tard dans mon bureau quand j'ai vu le téléphone de Laura sur le comptoir s'allumer. Message de Britney, il a accepté de fusionner les comptes? Quelque chose sonnait faux.
Je savais que Laura utilisait toujours la même année de naissance comme mot de passe. J'ai craqué. Ce que j'ai trouvé n'était pas une preuve irréfutable, mais ça m'a glacé. Britney, ta mère est un génie pour ça. Elle a littéralement écrit le manuel. Laura, je sais. Je ne fais que suivre les étapes. Plus qu'un mois. Britney, ensuite, liberté et 4000 $. Laura, exactement. J'ai hâte de ne plus jamais avoir à faire semblant. Faire semblant, de quoi? Le lendemain, j'ai commencé à l'observer de plus près. Tout semblait normal, mais trop maîtrisé. Puis, un après-midi, elle est partie au sport en laissant son ordinateur portable ouvert. Je suis tombé sur un mail de sa mère, objet, le plan, mois 4, chérie, tu es dans la dernière ligne droite. Sois encore plus attentive ces dernières semaines. Fais-le se sentir en sécurité. La discussion sur le contrat prénuptial pourrait arriver. Si c'est le cas, fais semblant d'être offensé au début, puis cède seulement s'il te propose une clause de compensation. La cousine de Britney a eu 50 000 $ comme ça, même si le contrat principal était béton. Les hommes sont tellement faciles quand ils pensent avec leur cœur. Je t'aime. Je suis si fier de toi. Putain de merde. Je suis resté figé devant l'écran pendant au moins 10 minutes, essayant de comprendre ce que je lisais. Ce n'était pas possible. Vraiment? Mon cerveau essayait de trouver une explication innocente, mais rien ne collait. J'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé et je suis parti faire un tour en voiture pour me vider la tête. Peut-être que j'interprétais mal les choses. Peut-être que ce plan n'avait rien à voir avec ce que je croyais. Peut-être. Quand je suis rentré ce soir-là, Laura m'attendait avec un drôle de sourire. Elle avait préparé le dîner, ce qui était rare. En général, elle proposait plutôt de commander. « Salut, chérie. J'ai pensé à ce qu'on a discuté la semaine dernière », dit-elle en venant se blottir contre moi sur le canapé. « Tu sais, au sujet de nos finances ?» Je me suis crispé, mais j'ai essayé de garder un visage neutre. « Quoi à propos d'elle ?» « Eh bien, » fit-elle en traçant un doigt le long de mon bras comme elle le faisait quand elle voulait obtenir quelque chose, « je pense vraiment qu'on devrait fusionner nos comptes avant le mariage. Ce serait tellement plus simple. » J'ai étudié son visage, cherchant un signe de la Laura que je pensais connaître. Ok. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi c'est si important tout à coup? Elle a ri, mais ça sonnait faux. Rien ne se passe. Je pense juste que les couples mariés devraient tout partager. Ma mère dit que les finances séparées, c'est la première étape vers un mariage raté. Bien sûr que sa mère disait ça. J'étais sur le point de creuser un peu plus quand le téléphone de Laura a vibré. Elle l'a attrapé rapidement, inclinant l'écran pour que je ne voie pas, et l'a lu. Pendant une seconde, son expression a changé, une lueur calculatrice a traversé son visage avant qu'elle ne remette son sourire sucré. Juste Britney qui confirme le brunch de ce week-end, dit-elle. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas tout. Le week-end suivant, j'ai eu la confirmation finale. Laura est partie pour un brunch avec Britney et Meghan, oubliant par accident son iPad à la maison. L'appareil s'illuminait sans arrêt de notifications de leur discussion de groupe. Je l'ai pris et ouvert leur message. Tout était là, noir sur blanc. Britney, plus qu'un mois de cette comédie et après, t'es tranquille à vie. Laura, mon Dieu, j'en peux plus. Jouer la petite amie parfaite pendant 3 ans, c'est épuisant. Meghan, t'es sûr que ça va marcher? Et s'il se bat pour le divorce? Laura, maman dit que le premier mois de mariage est crucial. Sois douce, aimante, puis commence à provoquer des disputes vers la 3e semaine. À la 4e, propose une pause puis divorce. Il sera tellement pris de court qu'il ne comprendra rien. Britney, et ensuite, tu prends la moitié de tout. Maison, économie, même ses revenus futurs. Laura, la moitié de ses revenus pendant des années. Maman a fait ça avec son 2e mari et a vécu comme une reine pendant 10 ans. Meghan, et s'il te fait signer un contrat prénuptial? Laura, CAD? MDR. Il est trop confiant. Jamais il ne ferait ça. Mais s'il le fait, maman sait comment les contourner aussi. Elle l'a déjà fait 2 fois. Mon estomac est tombé au fond. 3 ans. 3 putains d'années de ma vie avec quelqu'un qui attendait juste de toucher le jackpot. Je n'avais été qu'une cible. Un pigeon. Un putain de distributeur automatique avec un cœur qui bat. Et sa mère était derrière tout ça? Lui apprendre à faire ça? C'était quoi ce genre de dynamique familiale tordue? J'ai pris des captures d'écran de tout et me les suis envoyées par email, puis j'ai remis l'iPad à sa place. Quand Laura est rentrée, elle était ultra affectueuse, m'a apporté mon plat à emporter préféré et a proposé qu'on regarde mon film préféré. J'ai joué le jeu, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Chaque geste, chaque « je t'aime » me donnait maintenant l'impression d'un coup de couteau dans le ventre. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je suis resté éveillé à fixer le plafond, l'esprit en ébullition. J'aurais dû être anéanti. J'aurais dû avoir le cœur brisé. Mais à la place, j'étais juste en colère. Et au fur et à mesure que le choc passait, cette colère s'est transformée en quelque chose d'autre, de la détermination. Laura n'allait rien avoir. En fait, elle allait apprendre pourquoi on ne joue pas avec un type qui résout des problèmes pour vivre. Le lendemain matin, j'ai appelé malade, verrouillé mes comptes, et contacté Jack, qui m'a envoyé vers un avocat spécialisé dans ce genre de cas. En conduisant,
Je repensais au message de Laura, mari temporaire. L'argent le plus facile que j'ai jamais gagné. Elle avait raison, j'avais été trop confiant. En expliquant à l'avocat l'arnaque sur 3 ans, je m'attendais à de la surprise, mais il a juste hoché la tête. Il avait déjà un plan, un contrat prénuptial qui donnerait exactement ce que Laura croyait vouloir, tout en s'assurant qu'elle n'obtienne rien. Si elle demandait le divorce, elle recevrait 0. Nada. Rien du tout. Et si on prouvait qu'elle avait prévu de partir dès le départ, elle me devrait même une compensation. Tout ce que je possédais avant et pendant le mariage resterait à moi. Et si elle contestait, elle paierait tous les frais juridiques. Le hic ? Elle ne signerait jamais si elle connaissait la vérité. Il fallait donc lui faire croire que c'était juste une formalité. J'ai accepté. Laura me manipulait, mais elle n'était pas stupide. J'ai attendu qu'on soit à table le soir, cherchant le bon moment. Elle était de bonne humeur. Elle venait de commander des décorations de mariage hors de prix avec ma carte de crédit. Alors j'ai lâché, l'air détaché, je parlais avec Jake aujourd'hui. Elle a levé les yeux, oh, comment il va avec le divorce ? Justement, c'est ce dont on a parlé. Il a suggéré qu'on fasse un simple contrat prénuptial, tu sais, juste pour être tranquille. Le bruit de sa fourchette contre l'assiette a résonné. Un contrat prénuptial ? Ses yeux se sont agrandis, et en quelques secondes, ils se sont remplis de larmes. Tu ne me fais pas confiance ? Je devais reconnaître qu'elle jouait bien la comédie, la voix qui se brise sur le mot « confiance », c'était digne d'un Oscar. Bien sûr que je te fais confiance, bébé, ai-je dit en lui prenant la main. C'est juste un bout de papier. Mon avocat dit que tout le monde fait ça maintenant. C'est comme une assurance, ça ne sert probablement jamais. Laura a retiré sa main et croisé les bras. Je n'arrive pas à croire que tu me proposes ça. Je croyais qu'on était une équipe. On est une équipe. Ça ne change rien entre nous. Elle est restée silencieuse un long moment. Je voyais presque les rouages tourner dans sa tête. Sous la table, elle textait probablement sa mère pour avoir des instructions d'urgence. Il faut que j'y réfléchisse, a-t-elle fini par dire avant d'aller prendre un bain. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je répondu en la regardant s'éloigner, son téléphone serré dans la main. Le lendemain, j'ai été particulièrement attentionné, café au lit, compliments, tout le tralala. Vers midi, j'ai mis en scène un appel téléphonique qu'elle pouvait entendre depuis la cuisine. Oui, le contrat prénuptial, c'est juste la base, tout le monde fait ça. Tu plaisantes ? Jamais je ne m'en servirai contre Laura. C'est même plus pour la protéger elle, au fond. D'ailleurs, j'ai dit à mon avocat d'ajouter une clause sympa pour elle, genre une petite compensation garantie. De toute façon, c'est juste du papier que personne ne relira jamais. Elle aura même la maison s'il se passe quelque chose. Et là, le soir même, elle a abordé le sujet, tu sais quoi ? Tu as raison. On devrait faire ce truc de contrat prénuptial, juste pour être sûr. J'ai joué les surpris, vraiment ? Ça ne te dérange pas ? Elle m'a fait ce sourire faux que je voyais maintenant clair comme de l'eau de roche, bien sûr que non. Je ne t'épouse pas pour ton argent, Cad. Je t'épouse parce que je t'aime. Le mensonge m'a presque fait rire, mais j'ai toussé pour cacher ça. Parfait. Je demanderai à mon avocat d'ajouter une petite clause pour toi. Un truc qui te garantisse une compensation quoi qu'il arrive. Ça te rassurerait ? Ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un enfant à Noël. Tu ferais ça pour moi ? C'est tellement gentil. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette clause soi-disant protectrice était rédigée pour paraître importante, mais totalement inapplicable. Quand elle est venue au cabinet signer, elle n'a presque rien lu. Elle a juste feuilleté, vu que sa clause était là, et signé chaque page avec ce petit sourire satisfait. Pendant tout ce temps, je gardais un visage neutre. Mais à l'intérieur, je pensais, à toi de jouer, Laura. Ce soir-là, je l'ai entendu appeler sa mère depuis la salle de bain, persuadé que je ne pouvais pas l'entendre, c'est bon, maman. Il m'a même ajouté une clause de compensation. Quel idiot. Je me suis contenté de sourire. Tu n'as aucune idée de qui est le vrai idiot, ma belle. Avec le contrat signé, j'ai commencé à préparer le terrain. D'abord, j'ai déplacé la plupart de mon argent vers des comptes dont elle ignorait l'existence, légalement déclarés, mais inaccessibles pour elle. J'ai transféré la maison dans un trust. J'ai documenté chaque conversation, sauvegardé chaque texto où elle et ses amis parlaient de leur plan. Pendant ce temps, elle s'est relâchée. Elle a commencé à dépenser mon argent comme une folle pour le mariage, tout en premium, alcool haut de gamme, robe de créateur. Quand je faisais la grimace devant les factures, elle disait « Ne t'inquiète pas, chérie. C'est un investissement dans notre avenir. » Oui, dans son futur cash-out, plutôt. Sa mère, Diane, était encore pire. Elle venait chez nous et se mettait à parler de comment elle devrait redécorer la maison après le mariage. On pourrait abattre ce mur, mettre un nouveau sol, comme si elle dépensait déjà ma plus-value immobilière. Le mois précédant le mariage, Laura ne se donnait même plus la peine de faire semblant, toujours sur son téléphone, m'ignorant sauf en public. Un soir, je l'ai surprise en train de chercher des locations de vacances à Bali. Quand j'ai demandé, elle a simplement répondu « C'est pour après ». Ouais, probablement sa fête post-divorce. C'était surréaliste, faire semblant de continuer alors que je savais que ma fiancée était en réalité une arnaqueuse. 2 semaines avant,
lors de notre dernière réunion avec le traiteur, Laura et sa mère se sont lâchées, commandant tout en extra. Quand j'ai mentionné le prix, Diane m'a tapoté la main, on ne peut pas mettre un prix sur le bonheur. Amusant. Laura, elle, en avait mis la moitié de ma fortune. Je me suis contenté de sourire et de rester sur mon plan. Ce soir-là, j'ai entendu Laura au téléphone avec Britney, juste 2 semaines de plus à jouer la fiancée aimante, et je suis libre. Mon Dieu, j'ai hâte que ce soit fini. Je suis allé me coucher tôt, ne me faisant pas confiance pour garder mon calme. Allongé là, à écouter Laura se moquer de moi dans la pièce voisine, je me suis rappelé que bientôt, très bientôt, c'est elle qui se ferait avoir. D'une certaine façon, j'attendais presque avec impatience le jour du mariage, mais pour des raisons complètement différentes de celles que j'avais imaginées au départ. Le grand jour est enfin arrivé. Je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel où j'avais dormi la veille. Laura tenait à la tradition du « on ne voit pas la mariée avant la cérémonie ». J'ai fixé le plafond un moment. C'était le jour où j'allais épouser une femme qui prévoyait de me dépouiller. Si quelqu'un m'avait dit que ce serait ma vie quelques mois plus tôt, je l'aurais pris pour un fou. J'ai enfilé mon smoking et j'ai fait semblant. Mon témoin, Tyler, me demandait sans cesse si j'étais nerveux. S'il savait. Je n'étais pas nerveux. J'étais furieux. Mais j'ai tenu le coup, j'ai souri pour les photos, j'ai fait comme si tout était parfait. La cérémonie se déroulait dans ce lieu incroyablement cher que Laura et sa mère avaient choisi. Quatuor à cordes, fleurs somptueuses, tout y était. J'avais vu les factures, elles avaient pris chaque option premium possible, sachant que je payais. Quand la musique a commencé et que tout le monde s'est levé, j'ai vu Laura avancer dans l'allée, dans sa robe de créateur. Elle était magnifique, je ne peux pas le nier. Aux yeux de tous, elle semblait être une femme amoureuse. Mais moi, je voyais seulement le prédateur derrière le sourire. L'officiant parlait d'amour, d'engagement et d'honnêteté, et j'ai failli éclater de rire devant autant d'ironie. Laura a serré ma main pendant les vœux, avec ses regards émus de façade. Quand elle a dit « oui », je savais qu'en réalité elle disait « oui, je veux la moitié de tes biens ». Et quand je l'ai dit à mon tour, je pensais « oui, je veux voir ta tête quand tu comprendras que ton plan a échoué ». Après la cérémonie, encore des photos. Laura me murmurait « je t'aime, on a réussi » à l'oreille. Chaque fois, c'était comme un coup de couteau, mais je jouais le jeu, la complimentais, l'embrassais pour l'objectif. J'ai surpris des bribes de conversation entre Laura, Britney et Diane. Elle croyait être discrète, mais je les observais comme un faucon. Britney, tu l'as fait. Maintenant, le vrai fun commence. Laura, encore 4 semaines à jouer la femme mariée, liberté. Diane, je suis tellement fier de toi, ma chérie. Tu as décroché le gros lot. Au bar, Megan est venue me parler. Elle avait l'air mal à l'aise. Félicitations, Cad, dit-elle en évitant mon regard. Merci, Megan. Tu t'amuses? Elle a jeté un œil vers Laura et Britney qui prenaient des selfies. Oui. C'est super. Tu l'aimes vraiment, hein? Je l'ai fixé droit dans les yeux, autant qu'elle m'aime. Son visage est devenu livide et elle est partie rapidement. Je crois qu'elle avait compris que je savais. Après la réception, nous sommes allés dans une suite d'hôtels de luxe, encore une dépense que Laura avait exigée. Le lendemain, nous partions en lune de miel, 2 semaines dans un resort 5 étoiles aux Maldives, plus cher que ma première voiture. La lune de miel était irréelle. Laura dépensait comme si l'argent coulait à flot. Spa, dîner privé sur la plage, boutique hors de prix. Toujours en train de prendre des photos pour Instagram. En privé, presque absente, collée à son téléphone à écrire à Britney ou à sa mère. Une nuit, je l'ai entendue au téléphone, « Non maman, il ne se doute de rien. Il parle même d'acheter une maison plus grande l'an prochain. Tu te rends compte? C'est encore mieux que prévu. J'ai beaucoup bu pendant ce voyage. C'était la seule façon de la supporter sans exploser. Chaque « je t'aime » était un mensonge. Chaque baiser, une mascarade. Je me répétais que tout cela vaudrait le coup quand elle découvrirait qu'elle avait perdu. De retour à la maison, Laura a proposé qu'on cherche une maison plus grande dans un quartier huppé. Maintenant qu'on est mariés, on devrait penser à notre avenir, disait-elle, déjà en train de dépenser mentalement son futur règlement de divorce. J'ai répondu, excellente idée, chérie. Voyons nos finances. Elle a presque couru chercher son ordinateur, et j'ai observé son visage pendant qu'elle cherchait les quartiers les plus chers. Elle ignorait que je documentais tout pour m'en servir plus tard. Les 2 semaines suivantes, j'attendais qu'elle lance la suite de son plan. D'après ses messages à Britney, elle devait commencer à chercher des disputes vers la 3e semaine, puis suggérer une séparation à la 4e. Pile à l'heure, le jour 17, première dispute, une serviette laissée par terre. Elle a tout exagéré, je ne peux pas croire à quel point tu es égoïste. Je me suis excusé calmement, ce qui l'a frustré davantage. Elle voulait me faire passer pour le méchant, mais je ne mordais pas à l'hameçon. Les jours suivants, une nouvelle raison de se plaindre chaque jour. Lave-vaisselle mal rangée, travail trop tard, compliment pas assez rapide sur sa nouvelle coupe. Toujours calme et raisonnable, je la rendais impatiente. Semaine 4, elle craquait. Un soir au dîner, Cad, faut qu'on parle. Je pensais, enfin. Showtime. Je fais semblant d'être inquiet, qu'est-ce qu'il y a,
chérie. Je crois qu'on s'est précipité. On n'est pas aussi compatibles qu'on le pensait. Peut-être qu'on devrait se séparer tant que ça se passe bien. Moi, tu veux divorcer après 1 mois. Elle, oui, je pense que c'est mieux. Je souffle, l'air abattu, si c'est ce que tu veux, il faut qu'on parle à un avocat. Elle cache mal sa joie, on peut y aller demain. Moi, bien sûr. J'appelle mon avocat demain matin. Cette nuit-là, elle téléphone pendant des heures à sa mère et Britney, sûrement pour célébrer son gros coup. Le lendemain, elle se met sur son 31 pour aller chez l'avocat. Le mien nous accueille, document prêt. Donc, vous cherchez à divorcer? Laura, oui. C'est difficile, mais c'est mieux. Lui, et c'est vous qui initiez la procédure? Laura, oui. Lui, alors, voyons les termes du contrat prénuptial. Son sourire vacille. Oh, c'était juste une formalité. Lui, je crains que non. C'est un document légalement contraignant. Elle, mais Cad et moi avions un accord, pas vrai, chérie? Moi, silence. Lui, selon les termes, comme vous initiez le divorce, vous ne recevrez aucune compensation, aucun bien, ni pension. Laura rit nerveusement, c'est impossible. Lui, et en vertu de la section 7, la clause de fraude. Laura, fraude? De quoi parlez-vous? Il lui glisse un dossier. Nous avons des preuves solides de votre intention de frauder Monsieur Sanders, y compris des messages textes, des emails et des témoignages confirmant que vous aviez prévu de l'épouser uniquement pour un gain financier, puis de divorcer 1 mois plus tard. Le visage de Laura perdit toute couleur. Elle se tourna vers moi, la panique dans les yeux. Kate, c'est insensé. Tu ne peux pas croire que, il y a aussi ça, dis-je doucement en lui faisant glisser mon téléphone à travers la table. Sur l'écran, un enregistrement de sa conversation avec sa mère la veille au soir. Et il n'a aucune idée. Cet idiot pense vraiment que je l'aimais. Maman, tu avais raison. C'était tellement facile. Laura fixa le téléphone, puis moi, la bouche grande ouverte. Tu m'as enregistré? Tu m'as espionné? C'est légal dans cet état, intervint mon avocat. Consentement d'une seule partie. Ce n'est pas seulement une question de ne rien obtenir, Laura, ajoutai-je d'un ton calme. Selon le contrat prénuptial que tu as signé si joyeusement, tu me dois en fait de l'argent pour les frais juridiques et les dommages. Elle eut l'air de vouloir vomir. C'est impossible. Oh, si, confirma mon avocat en tournant une autre page. Et il y a plus. La participation de ta mère comme co-conspiratrice l'expose elle aussi à des poursuites judiciaires potentielles. Ses yeux se remplirent de larmes, de vrai cette fois. S'il te plaît, Cad, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Une erreur? Je ris. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Toi, tu as planifié pendant des mois la destruction de ma vie. Son désespoir était évident lorsqu'elle tenta de saisir ma main, mais je me retirai. Elle voulait un divorce, maintenant elle l'avait, et elle partait avec encore moins qu'à son arrivée. Mon avocat fit glisser une offre de règlement sur la table. Renoncer à toute revendication sur les biens matrimoniaux, payer mes frais juridiques, et nous ne poursuivrions ni elle ni sa mère pour fraude. Son masque parfait se fissura lorsqu'elle lut le document, les larmes ruinant son maquillage. Elle tenta de discuter, mais je mis fin à la conversation. Elle avait 24 heures à accepter l'accord ou aller au tribunal. Et chaque manigance qu'elle avait faite deviendrait un document public. La confiance la quitta, remplacée par de vrais sanglots. Quand mon avocat sortit de la pièce, elle se tourna vers moi, suppliante, mais il n'y avait plus rien à dire. Elle ne m'avait jamais aimé, seulement le style de vie que je pouvais lui offrir. Maintenant, elle savait ce que ça faisait d'être manipulée. Les conséquences de son échec furent brutales. Elle signa les papiers le lendemain. Elle n'avait vraiment pas le choix, à moins de vouloir que tout son manuel de chercheuse d'or devienne public. Sa mère tenta de menacer d'une action en justice à cause des enregistrements, mais elle fit rapidement marche arrière lorsque mon avocat évoqua ses propres SMS compromettants à propos de sa méthode éprouvée et qui avait déjà fonctionné sur 2 précédents maris. La nouvelle circula vite. Ce genre de choses se sait toujours. Je n'eus même pas besoin de dire quoi que ce soit. Les amis de Laura disparurent les premières. Britney la bloqua partout en comprenant qu'il n'y aurait pas de prime de divorce à fêter. Apparemment, elle comptait tenter la même arnaque avec son petit ami, en suivant les conseils experts de Laura. Megan m'écrivit environ une semaine après l'affaire. Je savais que ce qu'elle faisait était mal, me dit-elle par SMS. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis vraiment désolé, Cad. J'appréciais ses excuses, mais honnêtement, c'était trop peu, trop tard. Si elle avait eu une vraie conscience, elle m'aurait prévenu avant le mariage. Laura, elle, dut retourner vivre chez sa mère. Elle n'avait aucune économie personnelle, à quoi bon, puisqu'elle comptait encaisser les miennes. Elle tenta de m'appeler plusieurs fois, mais je bloquai son numéro. Quoi qu'elle ait à dire, je ne voulais pas l'entendre. Le plus étrange, ce fut de voir ses réseaux sociaux passer du statut nouvellement marié béni à un silence complet du jour au lendemain. Plus tard, j'appris par des amis communs qu'elle était trop humiliée pour affronter qui que ce soit en ligne. Sa mère, Diane, tenta de faire de la gestion de crise en racontant qu'on avait eu un changement de cœur mutuel après le mariage. Personne n'y crut, surtout après que l'ex-colocataire de fac de Laura,
qui avait elle aussi été escroquée pour le loyer, eut vent de l'affaire et commença à raconter ses propres histoires. Je vendis la maison environ un mois plus tard. Trop de mauvais souvenirs. Je déménageais dans un autre quartier et essayais de repartir à zéro. Toute cette histoire m'avait gravement abîmé la confiance en les gens. Pendant longtemps, je ne sortis avec personne. Chaque compliment, chaque signe d'intérêt de la part d'une femme me paraissait suspect. Je me demandais toujours, quel est son but? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Mais environ 3 mois après, je travaillais sur mon ordinateur portable dans un petit café près de chez moi quand ma batterie mourut. Il n'y avait qu'une seule prise libre dans tout l'endroit, et quelqu'un était déjà assis à la table voisine. « Je peux partager ta prise ?» demandai-je, m'attendant à me faire envoyer promener. Elle leva les yeux de son livre et sourit. « Seulement si tu partages aussi ton mot de passe Wi-Fi. Le mien ne marche pas. » C'était Kate. Complètement différente de Laura. Une institutrice de maternelle qui conduisait une vieille Honda cabossée et vivait dans un petit appartement avec 2 chats recueillis. Lors de notre premier rendez-vous, elle insista pour partager l'addition, allant presque jusqu'à se battre pour l'arracher des mains du serveur. « Je peux payer mes pâtes moi-même, » rit-elle. « Je ne cherche pas un sugar daddy. » Après Laura, c'étaient les plus belles paroles que j'ai jamais entendues. Il m'a fallu du temps pour baisser ma garde. J'attendais toujours que le masque tombe, que Kate révèle un agenda caché, mais il n'y avait rien à trouver. Elle était juste authentique. Le genre de personne qui dépenserait ses 20 derniers dollars pour acheter de la nourriture à un sans-abri devant l'épicerie. Je lui racontais enfin toute l'histoire avec Laura au bout de 3 mois. Je m'attendais à ce qu'elle me prenne pour un paranoïaque ou un homme abîmé. Au lieu de ça, elle me prit la main et dit « Elle ne te méritait pas, et toutes les femmes ne sont pas comme ça. » Nous sommes ensemble depuis 8 mois maintenant. La semaine dernière, la voiture de Kate est tombée complètement en panne. La réparation coûtait plus cher que la voiture elle-même. Je lui proposai de l'aider à en acheter une nouvelle. « Absolument pas », répondit-elle fermement. « J'apprécie, mais j'ai économisé. Je vais m'en acheter une d'occasion que je peux me permettre. » 2 jours plus tard, je rentrai chez moi et la trouvai toute excitée, me montrant des photos d'une Toyota de 10 ans qu'elle venait d'acheter avec ses économies. Elle avait plus de 160 000 km et une aile légèrement cabossée. « N'est-elle pas magnifique ?» s'exclama Kate. En la voyant fièrement présenter sa voiture raisonnable et abordable, je compris qu'il y avait encore de bonnes personnes dans ce monde. Des gens qui veulent construire quelque chose de vrai avec vous, pas seulement prendre ce que vous avez. Et c'est là où j'en suis, Reddit. Toujours en reconstruction, toujours en train de guérir, mais enfin tourné vers l'avenir plutôt que vers le passé. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise de tout ce fiasco, c'est qu'il existe de bonnes personnes. Il suffit d'être intelligent pour les trouver.